Notre histoire commence dans un endroit lointain et stérile où le ciel orange semblait incroyablement chaud. Une femme ramenait sur le sable sec et brûlant. Elle semblait perdue, et il n'y avait personne d'autre autour. Une goutte de sueur roulait sur son visage. Le sol était si chaud qu'il s'évaporait instantanément. La femme regardait vers le haut comme si elle implorait quelqu'un pour la sauver. Alors qu'elle tenait une boussole. En remontant un peu dans le temps, nous découvrons que le nom de la fille est Alyssa Lane, la seule fille née dans la famille Lane marquise en 200 ans, la fille la plus jeune bien-aimée qui pose dans un portrait de famille parfait. Elle était si précieuse que ses parents l'interdisaient de quitter la maison, comme si Alyssa était une fleur délicate soigneusement cultivée. Une fille lisait un livre sur une jeune femme timide qui bégayait chaque fois qu'elle parlait, avait peur des gens, passait toute la journée enfermée à l'intérieur d'un manoir à lire des livres, et était une fille illégitime. À la fin, il est révélé que la fille du livre était la vraie Alyssa Lane. Alyssa Lane connaissait sa situation trop bien. Elle avait survécu malgré sa naissance. Elle a été acceptée comme la fille officielle de la marquise. Et elle a été autorisée à vivre comme la seule jeune dame de la famille Lane, simplement parce qu'elle était née comme une fille qui serait un jour utile pour eux. Le jeune homme aux cheveux blancs s'est présenté comme Gregory, l'un des fils de la famille Baker-Cohen. Un mariage entre les deux maisons semblait se poursuivre sans aucun problème majeur. Jusqu'au jour infâme où Grégoire a été attrapé en commettant l'adultère avec une jeune femme mariée à un autre noble, et tout est sorti de contrôle. Le mari en colère a exigé de savoir comment Grégoire a osé toucher sa femme. Grégory a survécu au duel mais a été laissé paralysé. La famille Lane a procédé à l'annulation du mariage. Malgré les protestations de la famille Baker, les procédures judiciaires se sont prolongées pendant des années et des années. Alyssa avait déjà 25 ans. Pour la société, une femme célibataire de cet âge était considérée comme vieille et était considérée comme des restes indésirables. Alyssa alla au bureau de son père et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. La marquise déclara que son prochain mariage avait déjà été décidé. Il a révélé qu'elle allait épouser le grand-duc de Tessan et ces mots ont laissé notre protagoniste absolument terrifié. Oh mon Dieu, que voulait-il dire? Ricaire Tessan, le commandant de l'empire de Tessan, la terre de la mort dorée. Il était le gardien de la frontière occidentale et aussi le demi-frère de l'empereur. Sa première épouse est décédée dans des circonstances mystérieuses alors qu'il retournait à Tessan après son mariage avec Ricaire. Sa troisième épouse s'enfuit pour sauver sa vie, mais les gardes impériaux la ramènent et sa voiture plonge mystérieusement dans une falaise. La quatrième épouse meurt aussi. La cinquième suivit peu après et la sixième épouse ne dure pas très longtemps non plus. Elle craignait profondément que son père ne la quitte, et nos protagonistes ne voulaient absolument pas se remarier parce que cela pourrait se terminer très mal pour elle. Son père l'a interrompu en lui demandant s'il y avait autre chose à dire. Alyssa s'est évanouie de ses pensées. Le regard de son père était froid et percutant. Alyssa a versé des larmes et transpire de la nervosité pure. La fille a été laissée muette. Elle a dit qu'elle n'avait plus rien à dire et il lui a ordonné de retourner immédiatement dans sa chambre. La porte s'est fermée derrière elle. Il y a peu, elle a remarqué que le temps était clair. Des nuages lourds et sombres ont apporté la pluie. Maintenant, dans sa chambre, l'une des servantes réparait ses cheveux. Alyssa regardait inconsciemment vers l'avant tandis que la jeune femme traînait doucement ses doigts à travers ses cheveux. Puis la servante l'a appelée, clairement affligée. La jeune femme a supplié Alyssa de ne pas épouser le grand-duc. Elle a été choquée. La servante s'est rapidement excusée d'avoir parlé sans réfléchir. Alyssa lui a dit que c'était bien. En hurlant légèrement, elle a demandé d'être laissée seule pendant quelques instants. Notre protagoniste se souvient d'un coffre rempli de cadeaux de mariage qui était arrivé pour leur mariage. Alyssa se souvient qu'il lui avait demandé de regarder. Elle a soulevé le couvercle de la petite boîte. Waouh, les bijoux brillaient brillantement. Alyssa pensait que tout cela semblait un peu trop extravagant. Cependant, à l'intérieur de la boîte, il y avait un objet qu'elle ne reconnaissait pas. Les mains dorées et un visage bleu profond, la couleur du ciel nocturne. Soudain,
Toute la chambre d'Alyssa est devenue sombre et déformée. Notre protagoniste a été jeté dans une distorsion du temps où les mains argentées pointent vers des runes étranges et des symboles inconnus. Elle a continué à tomber, criant de terreur, incapable de comprendre ce qui se passait. La fille est tombée encore plus loin. Alyssa s'est levée, se demandant où elle était, et soudain, une grosse goutte est tombée sur son visage. Elle a touché sa peau, se demandant si c'était de la salive. Juste derrière elle, une créature féroce rugit, révélant des rangées de dents tranchantes comme un rasoir. Alyssa a finalement réalisé le danger dans lequel elle était. Elle s'est retournée pour regarder, mais il était déjà trop tard. Notre protagoniste a sorti un rire nerveux, espérant que tout cela n'était rien de plus qu'un terrible cauchemar. Et ainsi, le 1er jour de janvier, en l'an 350 du calendrier bénédictal, Alyssa est tombée dans le monde des morts, du sommet d'une montagne rougeâtre, une lumière blanche intense brille. Alyssa se cachait derrière un énorme rocher, essayant de se protéger d'une créature géante. Elle savait que c'était sa seule chance d'échapper. Depuis qu'elle était tombée dans le monde des enfers et a été retrouvée par ce monstre, c'était le jour où elle avait quitté le monde des vivants derrière elle, Alyssa a refusé de croire qu'elle était morte. Elle était devenue immortelle, quelque chose d'aussi petit qu'une blessure, et il lui fallait une semaine pour guérir complètement. Mais même quand elle s'est rendue compte qu'elle ne perdrait jamais sa vie, aussi désespérée qu'elle le veuille, Alyssa a crié au loup de pierre. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était leur supplier de lui faire miséricorde. Les crânes roulèrent sur le sol de la grotte alors que notre protagoniste demandait de savoir pourquoi tout cela lui arrivait. Plusieurs crânes roulèrent à travers le sol de pierre glacée, grinçant fortement alors qu'ils rebondissaient. Puis Alyssa s'est finalement défendue. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour résister. Et finalement, la fille a décidé de courir, rampant son chemin à travers les figures grotesques qui l'entouraient. Si elle était capturée, aurait fait ses bêtes furieuses. Notre protagoniste pleurait en regardant ses mains tremblantes. Alyssa était vraiment terrifiée, et nous aussi. Elle serrait ses poings fortement, mordant sa lèvre alors qu'elle désespérait désespérément de sortir de cet endroit horrible. Elle s'est assise sur le sol en pierre froide, tenant ses propres mains, et elle s'est dit qu'elle ferait tout pour s'échapper. Quel courage! Alyssa a commencé à courir. Juste devant, elle pouvait déjà voir la sortie. La fille se rapprochait de plus en plus de la liberté. Puis Alyssa se demandait si elle courait même dans la bonne direction. Ses pieds épuisés battaient fort contre le sol. Devant elle, une lumière blanche brillante commençait à briller. C'était son salut. Les yeux de notre protagoniste scintillaient d'espoir. Elle avait juste besoin de se rapprocher un peu plus. Tu es presque là, chérie. À quelques mètres de plus, elle pouvait déjà voir la bouche rocheuse de la grotte. C'est tout, dit. Quelques pas de plus. Alyssa était déterminée à s'échapper de cet endroit infernal une fois pour toutes. Alors qu'elle courait, cependant, elle ne voyait pas les créatures se rapprocher de elle. Une fois de plus, les plans d'Alyssa semblaient avoir été écrasés. La bête de pierre s'était rapprochée trop. Les loups lui avaient déchiré les vêtements. Alyssa était déçue par elle-même. Comment aurait-elle pu échouer à nouveau? Ce cauchemar semblait ne pas finir. Elle avait perdu sa chance de s'échapper et n'était devenu rien de plus qu'un divertissement pour les petits loups de pierre. Les bêtes baignèrent abondamment, leur inexpérience les empêchait de tuer leur proie avec une seule attaque. L'épaule d'os dans un coin de la grotte grandissait de plus en plus. Puis un jour, Alyssa avait déjà perdu le compte de combien de fois elle était revenue à la vie. Elle s'est amèrement rendue compte que peut-être se marier avec le grand-duc n'aurait pas été une si mauvaise idée après tout. Notre protagoniste se sentait profondément gênée parce qu'elle aurait fait n'importe quoi pour devenir la mariée parfaite pour lui. Si elle avait su que tout cela arriverait, elle aurait probablement tombé à genoux et le supplié de l'épouser. En écoutant les loups, elle a réalisé qu'il prenait beaucoup plus de temps que d'habitude ce jour-là. Les bêtes de pierre ont fait des hurlements bas. La grotte était complètement teintée de taches rouges. Alors, au milieu de toute cette douleur, Alyssa a une idée. Et si elle changeait la situation? Elle se demandait comment elle venait de réaliser quelque chose de si simple. Après cette pensée, les choses devraient devenir beaucoup plus faciles. Les os dispersés sur le sol étaient suffisamment durs et aiguisés pour qu'elle puisse les utiliser comme armes pour se défendre. Contrairement à elle, ces créatures de pierre ne vivaient pas éternellement. Mais ils ont continué à grogner de façon féroce. Alyssa a utilisé les os pour se défendre contre les masses mâchoires des loups. Notre protagoniste lui donnait tout ce qu'elle avait.
Et finalement, ils se sont brisés en milliers de pierres qui se sont écrasées sur le sol. Alyssa regardait autour d'elle en colère alors que les pierres continuaient de tomber. Finalement, il était temps. Finalement, elle a laissé tomber l'os sur le sol. Notre protagoniste s'est inclinée pour récupérer quelque chose qu'elle avait caché dans une crevasse étroite. C'était quelque chose qu'elle avait fait depuis qu'elle s'est retrouvée piégée dans l'enfer. Finalement, ses doigts ont touché quelque chose de rond. Elle avait caché l'horloge. L'objet même dont elle était convaincue l'avait amenée à cet endroit infernal. Alyssa était soulagée de l'avoir trouvé. Ses mains pointent vers le 19 janvier. Elle était sûre d'être tombée dans le monde des morts le 1er janvier. Elle regardait triste l'horloge, se demandant combien de fois elle était morte et était revenue à la vie en moins de 20 jours. Puis elle s'est retournée. Consommée de rage, elle a donné des coups de pied à plusieurs pierres tout en répétant la question à elle-même. Elle était furieuse après avoir enduré tant de douleur aux mains de ces créatures. Peu importe combien de fois il l'avait attaquée, elle était toujours debout, vivante et forte. Elle a maudit chaque créature qui l'a jamais blessée dans cet enfer. Consommée par la colère, Alyssa frappa de plus en plus de pierres. Soudain, sa chaussure fendit une pierre en deux. Elle regardait avec choc ce qui était devant elle. Juste à côté de son pied, un petit cristal jaune brillait brillantement. Elle se pencha pour le ramasser. La pierre avait la forme d'un diamant et rayonnait une lumière dorée. Waouh, qu'est-ce que cela pouvait être? Alyssa tenait le petit cristal comme si elle était hypnotisée par lui. Ses yeux suivaient chaque fragment de lumière, et elle se demandait ce que c'était. Dans un autre monde, un bijou d'or brillait d'un manche. Un noble a été convoqué par son majordome, qui a annoncé l'arrivée de Job. L'homme s'est excusé d'avoir dérangé le repos de son seigneur et a expliqué qu'une question urgente nécessitait son attention. Le noble a révélé qu'il avait vu une voiture portant la crête de la famille de la pluie passer par les portes d'entrée il n'y a pas longtemps. Il a demandé si une autre jeune femme était déjà partie. John a bégayé avant de répondre que ce n'était pas exactement ce qui s'était passé. Finalement, il révèle que la fille du marquis a disparu. Le noble rit encore une fois, disant que de telles énigmes n'avaient aucun sens. Il met la main contre la fenêtre. Puis il déclare fermement qu'il n'a pas d'importance si elle a vraiment disparu ou s'est simplement enfuie pour échapper au mariage. Loin de là, une jeune femme a sauté haut dans l'air pour attaquer une créature monstrueuse. C'était le 1er avril de l'année 3058. La vérité était qu'Alyssa avait survécu à l'enfer, et maintenant elle se tenait victorieuse sur le corps de son ennemi vaincu. La jeune fille avait l'air remarquablement joyeuse pendant la chasse. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle était toujours belle et rayonnante. Alyssa fouillait à travers l'armure de l'ennemi, à la recherche de quelque chose. Le mystérieux jeune homme avait de longues griffes tranchantes et un sourire méchant. La fille a réussi à recueillir plusieurs belles pierres précieuses. Il a saisi l'occasion de faire un grand saut. Le jeune homme s'est approché de Alyssa en cachette, aussi agile qu'un chat. Pendant ce temps, Alyssa admirait les bijoux qu'elle avait obtenus de la chasse. Cependant, l'embuscade du garçon-chat était complètement. Alyssa sauta habilement dans l'air, le saisit par les cheveux et lui demanda de savoir qui il pensait être. Il était tellement choqué qu'il ne pouvait pas réagir assez rapidement. Elle posa les deux mains sur sa tête, puis utilisa l'élan pour pousser son genou droit vers lui. Elle a essayé de voler ses biens précieux. Notre protagoniste a sauté en arrière et a déclaré que voler était un péché, même en enfer. Le chat garçon a été envoyé en vol. Avec un regard percutant, Alyssa a demandé si elle s'était montrée assez claire. Le jeune homme tombé a essayé de protéger son visage d'un autre coup. Il l'a supplié de l'épargner. Alyssa a été complètement étonnée quand elle a réalisé que le monstre pouvait vraiment parler. Son bâton s'est écrasé contre le sol juste entre ses jambes, le laissant complètement en coin. Alyssa est restée silencieuse après avoir entendu ces paroles. Elle a demandé au jeune homme s'il savait où ils étaient. Le chat garçon a répondu qu'ils étaient à West. Notre protagoniste a été stupéfait d'apprendre que cet endroit avait réellement un nom. Elle avait fait cette découverte grâce à un livre qu'elle avait lu quand elle était encore jeune, pendant son séjour dans un monastère. Elle décrivait une terre désolée où la chaleur implacable ne cessait jamais, les créatures méchantes erraient librement, et d'énormes fissures faisaient des cicatrices sur la terre. Elle a demandé au garçon-chat s'il s'agissait de Manasta. Le jeune homme lui a demandé si elle avait vraiment l'intention de laisser quelque chose de si précieux allongé sur le sol. Alyssa a été curieuse de savoir à quel point ils étaient vraiment précieux. Le garçon-chat a expliqué qu'ils étaient extrêmement précieux, et qu'ils étaient les plus grands Manastones qu'il ait jamais vus. Au fond, il a pensé à la façon dont il deviendrait plus fort s'il obtenait ces pierres. À sa grande surprise, Alyssa a révélé qu'elle le laisserait garder chacune d'entre elles.
Waouh, maintenant c'était lui qui était complètement confus. Alyssa a confirmé qu'elle était sérieuse, mais en échange il devra lui donner quelques informations. Les monastères étaient des cristaux de puissance pure créés par la concentration d'énergie magique. Alyssa a soudain ouvert les portes massives d'une grande salle verte. Si elle voulait obtenir plus de monastères, la simple chasse aux monstres ne suffirait jamais. Les monastères trouvés à l'intérieur des monstres sauvages étaient simplement le résultat du hasard, parce que chaque créature avait une limite à la quantité d'énergie magique. Les démons, cependant, possédaient une intelligence et étaient complètement différents des monstres errants dans la nature. Ils contrôlaient la magie elle-même, accumulant du pouvoir avant d'attaquer des êtres plus faibles pour voler leur force et augmenter la leur. Ce qui signifie que plus les démons qu'Alyssa chassait étaient forts, plus elle gagnait de pouvoir. Elle a pensé à tous les seigneurs démoniaques qui ont régné sur les châteaux à travers l'enfer. Juste devant, une créature démoniaque était assise sur un trône vert. Le démon a accueilli Alyssa, qui était finalement arrivée au château de West Array. Elle s'est présentée comme la gardienne du West Hall et maîtresse du château. Avant que la créature ne puisse dire un mot de plus, Alyssa a lancé sa lance à travers la pièce. Alyssa s'approcha du trône pour récupérer sa lance. Elle sourit brillant alors qu'elle regardait le monastère, déclarant que c'était le plus grand monastère qu'elle ait jamais obtenu. Alors que le monastère flotte dans l'air, elle se demandait si elle devait aller au nord ou à l'est d'abord. Alyssa avait l'air soulagée parce que peu importe la direction qu'elle choisissait, elle avait beaucoup de temps. Elle s'est effrayée et confondue. Elle a demandé ce qui se passait. Tout à coup, au-dessus d'elle se trouvait un plafond orné d'un chandelier d'or. Alyssa était de retour dans son ancienne chambre. Comment était-ce possible? Ses jambes étaient encore faibles à cause de ce qui venait d'arriver. Une robe blanche bondit à travers la pièce. Alyssa lui toucha la tête et se demanda si elle était revenue dans le monde réel. Elle ouvrit les yeux en essayant de comprendre ce qui se passait. La fille s'agenouilla devant son miroir et demanda de savoir ce qui se passait. Oui, nous ne comprenons pas non plus. Apparemment, elle était retournée 8 ans dans le passé et était jeune une fois de plus, sans aucune des cicatrices qu'elle avait gagnées de ses batailles dans le monde des enfers. Alyssa était complètement étonnée. La jeune fille se demandait si elle l'avait tordue pendant l'automne. Puis elle remarqua un détail crucial. Alyssa jeta un coup d'œil de plus près à son corps et se rendit compte qu'elle n'était rien d'autre que de la peau et des os. Notre protagoniste a paniqué en se demandant ce qui était arrivé à son corps. Elle était beaucoup plus fragile et vulnérable maintenant. De cette façon, elle ne serait jamais capable de lever une lance, et encore moins de la lancer. Alyssa était dévastée parce qu'elle avait perdu toute sa force et sa vitalité. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte de sa chambre. Le son inattendu a surpris notre protagoniste. De l'extérieur, une servante s'est présentée comme Daisy. Alyssa a tremblé quand elle a entendu la jeune femme demander la permission d'entrer. La pièce semblait tourner autour d'elle. Le monde entier avait l'impression de se déplacer à une vitesse incroyable. Alyssa s'est précipitée sous les couvertures pour se cacher. La servante a demandé si elle avait bien dormi. Alyssa a répondu qu'elle se sentait bien reposée avant de demander quelque chose à la servante, mais elle s'est rapidement remise au lit, clairement effrayée. Après tout, qu'est-ce qui se passait dans le monde maintenant? Notre protagoniste a demandé à la servante combien elle avait d'années. Daisy ne comprenait pas pourquoi elle posait une telle question. Alyssa se souvenait de la dernière conversation qu'ils avaient eue. La servante a simplement répondu qu'elle allait bientôt avoir 22 ans et a demandé à sa femme si quelque chose n'allait pas. Les cheveux d'Alyssa ont frissonné doucement dans la brise. Alors qu'elle plongeait plus profondément dans ses propres pensées, notre protagoniste a réalisé qu'elle n'était pas simplement devenue plus jeune. À l'extérieur, le ciel était bleu clair avec seulement quelques nuages flottants. Quelle belle journée! Alyssa était couchée dans le lit, soutenue par une jeune femme aux cheveux longs et désir. Elle jetait et se tournait sans relâche, rêvant peut-être de choses terribles pendant que quelqu'un essayait de la toucher. Quand elle se réveillait, elle avait une terrible soif. Une femme vêtue d'une robe verte essayait de la ramener à la raison. Elle embrassa Alyssa et lui dit doucement de boire l'eau lentement afin qu'elle ne s'étouffe pas. Alyssa resta silencieuse en écoutant la femme demander si tout allait bien. La femme avait été profondément effrayée après avoir appris que la fille avait soudainement s'était évanouie. La femme a été stupéfaite quand Alyssa a dit « Merci, mais…» Apparemment, cette réponse l'avait complètement surpris. Dans un bref voyage dans le passé, une servante a appelé quelqu'un dans les couloirs du palais. Plus loin,
un majordome a supplié la dame de ne pas continuer, mais la femme était déterminée et a refusé d'arrêter pour quiconque. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucune idée qu'il y avait des lieux interdits à la dame de la maison. Les majordomes murmurèrent nerveusement entre eux parce qu'elle se dirigeait vers l'aile sud du palais. Ils devaient informer immédiatement la marquise Lannes, sinon les choses pourraient se terminer très mal. La marquise avait secrètement amené un enfant illégitime vivre avec eux dans le manoir. Jusqu'à ce moment, elle avait été élevée sans la connaissance de la dame. La présence de Lady Lannes était intimidante, alors qu'elle regardait. Lady Lannes lui a demandé si elle était Alyssa. La petite fille l'a regardée avec une inquiétude évidente. Une des servantes a tenté d'expliquer la situation. La dame s'est agenouillée et a salué doucement la petite fille. Elle s'est présentée comme la mère d'Alyssa, tandis que la servante les regardait tous deux avec une grande inquiétude. Alyssa a été submergée par un terrible sentiment, et son expression a changé. Elle se souvient d'un moment terrible de son passé, quand cette même servante l'avait protégée de son père alors qu'il criait à la petite fille, lui disant que rien ne lui appartenait. Cette petite fille, dont l'avenir était incertain, a été hantée par ces mots. La petite Alyssa effrayée s'est cachée derrière l'une des servantes. Lady Lannes lui a présenté ses excuses, expliquant qu'elle n'avait pas voulu effrayer la petite fille avec une telle visite inattendue. La petite fille se sentait tellement coupable des péchés de son père qu'elle ne croyait pas qu'elle méritait d'être la fille de quelqu'un d'aussi gentil et beau. Il a fallu beaucoup de temps à Alyssa pour réaliser que les sourires de sa mère avaient toujours été authentiques. Des années plus tard, notre protagoniste deviendrait une jeune femme fragile qui avait trop honte d'appeler sa mère. La mère de Lady Lannes avait tellement surpris la noble femme. Elle sourit et remarqua que sa fille devait être très assoiffée. La noble dame lui dit que si elle avait besoin de quelque chose d'autre, tout ce qu'elle devait faire était de demander. Pendant ce temps, Daisy ferma tranquillement la porte derrière eux. Elle avait soudain remarqué que Lady Alyssa avait parlé sans bavarder et avait finalement appelé Lady Lannes mère. La servante s'était éloignée en se demandant comment quelqu'un pouvait changer si complètement en une nuit. C'était comme si Alyssa était revenue à la vie d'une manière ou d'une autre. Lady Lannes a demandé si elle avait évanoui à cause de la faiblesse. Une tasse de thé à base de plantes lui ferait certainement du bien. Notre protagoniste a tenu doucement la main de sa mère, puis elle a demandé à la dame si Sir Gregory Baker avait déjà été choisi pour son futur fiancé. Lady Lannes prit la main de sa fille et lui rappela doucement qu'elle était encore très jeune. Alyssa se rendit compte qu'elle avait voyagé jusqu'à un moment où son engagement avec Gregory avait été annoncé. Elle tenta de convaincre sa mère en lui expliquant qu'elle n'aimait pas vraiment Gregory. Peut-être qu'elle avait encore une chance de changer son sort. Les mariages entre des familles nobles étaient des alliances politiques puissantes entre les royaumes et leurs grandes maisons. Même avec l'influence de House Lannes, sa mère serait-elle vraiment en mesure de l'aider? À la surprise d'Alyssa, la dame a avoué qu'elle n'aimait pas non plus Gregory en tant que prétendant. Bien qu'elle ne puisse pas tout à fait expliquer pourquoi, il y avait quelque chose à propos du jeune homme qui rappelait à Lady Lannes son mari quand il était plus jeune. Un peu plus tard, quelqu'un s'est précipité dans le couloir. Le marquis Lannes était assis dans son bureau. Alors qu'il continuait à écrire, il entendit quelqu'un lui ordonner de libérer sa mère une fois pour toutes. Elle avait été incroyablement audacieuse d'entrer dans son bureau sans avoir d'abord été annoncée par un majordome. Honnêtement, à quel point cela pouvait être grossier. Le cruel marquis ordonna à sa fille, Alyssa Lannes, de retourner immédiatement dans sa chambre. Elle s'approcha dangereusement de lui, l'appelant par son nom complet, le marquis Walter Lannes. Le marquis a froidement averti Alyssa d'être plus prudente avec ses mots parce que les murs avaient des oreilles. Alyssa a écrasé sa main sur le bureau parce que Lady Lannes s'était opposée au mariage arrangé avec Gregory. Elle a accusé le marquis d'emprisonner la dame de la maison dans sa propre chambre, alors qu'il ne s'était jamais vraiment soucié de sa santé. C'était un homme insignifiant qui se souciait seulement de protéger sa propre réputation. Le marquis a été horrifié par les dégâts qu'un tel acte aurait causés à sa réputation. Alyssa n'avait pas le droit de le défier. Alyssa a révélé qu'elle ne le menaçait pas. Au contraire, elle démontrait simplement l'étendue de son contrôle de soi. Oh! Elle était incroyablement courageuse.
La fille regardait l'homme avec un regard percutant, révélant que c'était en fait celui qu'elle voulait éliminer immédiatement. Le marquis a été choqué par son expression, se demandant si elle l'avait toujours regardé de cette façon. Il avait toujours su qu'il y avait quelque chose de mal avec sa fille. Comment pouvait-elle passer d'une créature si obéissante qui n'a jamais osé prononcer un seul mot de protestation à une femme défiante qui oserait marcher directement dans mon bureau privé et me regarder avec des yeux si haineux? Ses yeux avaient durci comme ceux d'un guerrier qui était allé en enfer et est revenu. Il s'est rendu compte qu'il entretenait des pensées ridicules. Le cruel marquis croyait que c'était juste une rébellion tardive. Après tout, les enfants étaient comme ça, n'est-ce pas? Une fois de plus, il a insisté pour qu'elle retourne immédiatement dans sa chambre. Défier les ordres du chef de famille était une grave infraction digne d'une punition. L'homme a dit que parce qu'elle était encore très jeune, il la laisserait passer cet incident. Cependant, elle resterait confinée dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle montre un véritable remords pour ses actions. Le jeune homme lui a demandé ce qu'elle venait de dire. Alyssa a répondu qu'il parlait beaucoup trop fort. Il était Harry, le deuxième fils de la famille Lane, un jeune homme aux cheveux blonds délicats et aux yeux bleus. Il a crié à sa sœur, disant qu'elle avait été bannie du château principal et qu'elle ne semblait pas se soucier du moins. Harry lui a demandé si elle ne s'inquiétait pas d'avoir déplacé à leur père. Alyssa a simplement répondu que c'était un soulagement de ne plus avoir à vivre avec lui. Harry a révélé qu'elle avait été libérée du confinement mais qu'elle avait été interdite d'aller nulle part près de l'aile sud du château. Après avoir entendu cet ordre, elle avait toujours essayé d'y aller. Cependant, leur frère aîné avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'arrêter. Le fils aîné de la famille Lane était Félix. La jeune fille a demandé à son frère si, compte tenu de sa situation actuelle, il pouvait au moins transmettre un message à leur mère en son nom. Elle a entendu Harry dire qu'il s'était inquiété pour elle, c'est pourquoi il était venu la voir. Puis Alyssa a soudain réalisé quelque chose qu'elle avait complètement négligé. Mais ce qui pourrait être. Notre protagoniste n'avait pas réalisé qu'elle et son frère avaient réellement été proches. Cette réalisation a complètement saisi le jeune homme. La jeune fille a reconnu qu'elle n'avait jamais réalisé que Harry se sentait ainsi. Bien qu'il s'agisse d'un sentiment inconnu, elle ne pouvait pas dire que c'était désagréable. Mais elle ne s'attendait certainement pas non plus à leur gentillesse. Alyssa se sentait reconnaissante d'être retournée dans le passé. Elle a demandé si elle se souvenait de son début. Il a répondu que, bien sûr, il l'a fait. La nuit de son début, elle était entrée au centre de la grande salle de bal du château. L'humiliation qu'Alyssa a vécue cette nuit-là avait été si écrasante qu'elle s'est enfermée dans sa chambre pendant des semaines après. Elle se souvenait toujours de toutes les remarques cruelles faites par les invités. Ces mots continueraient de la hanter pendant très longtemps. Un homme s'est arrêté directement devant elle et lui a demandé sarcastiquement si elle avait besoin d'aide. Alyssa l'a reconnu immédiatement. Notre protagoniste a révélé à son frère que le jeune homme cruel était Gregory Baker, et c'est ainsi que son bal de début s'est terminé. Harry lui a demandé si elle voulait qu'il se débarrasse de ce bâtard tout de suite. Quand elle a pris une enveloppe, elle a admis qu'elle ne pensait pas que son frère devrait le faire. Pourtant, elle a apprécié l'offre tout de même. Alyssa regrette de ne pas avoir réalisé ces choses plus tôt. Avec un regard menaçant dans ses yeux, Harry a demandé s'il pouvait défier Gregory à un duel. Waouh, quel ferait! Au lieu de lui répondre, Alyssa a remis un enveloppe au jeune homme. Harry est devenu curieux de ce qu'il y avait à l'intérieur de la lettre. Nous sommes aussi curieux. Il a été complètement choqué quand elle lui a demandé de livrer la lettre à Riker, le grand-duc de Tessa. Mais elle a refusé de le lui dire, disant seulement que Harry devait être le plus rapide et le plus discret possible, loin de là dans le royaume de Tessan à la propriété du grand-duc. Les négociations de mariage entre la famille impériale et les maîtres de la maison étaient classifiées comme extrêmement confidentielles. Riker Tessan a demandé aux hommes qui pourraient avoir divulgué ce secret. Roderick a répondu nerveusement qu'il avait seulement appris les arrangements du mariage ce jour-là, expliquant qu'il était impossible que les rumeurs aient eu lieu là. Le grand-duc impitoyable réfléchit pendant quelques instants. Puis il ordonne à Henrik de rester au château principal pendant que Roderick se prépare à un départ immédiat.
Les hommes semblent surpris et Roderick demande si Riker a vraiment l'intention d'aller à la rencontre de cette Alyssa-là. Il a demandé si c'était vraiment une invitation ou non. Riker leur a ordonné de garder l'escorte aussi petite que possible pour ne pas attirer l'attention. Peu après, les deux hommes ont été renvoyés. Ils sont partis, laissant Riker seul dans son bureau. Riker n'avait aucune idée de qui était Alyssa Lan ou de ce qu'elle pourrait vouloir de lui. Pendant ce temps, la jeune fille se demandait s'il avait déjà reçu sa lettre. La voiture continuait paisiblement à travers la forêt. Alyssa demanda à Daisy combien de temps il faudrait pour atteindre les rochers près du monastère de Dolores. Elle était soulagée que sa mère lui ait emprunté une voiture aussi confortable parce que les mouvements constants la faisaient souvent nauser. Alyssa était heureuse parce que, grâce aux gestes réfléchis de sa mère, elle ne souffrirait pas de nausées. Lady Lan était vraiment incroyablement gentille. Cependant, ses plans ont été soudainement ruinés lorsqu'un impact massif a frappé la voiture. Notre protagoniste a soufflé et ses yeux s'élargissent. Les chevaux ont paniqué fort. Que pouvait-il se passer? La grande voiture a tremblé violemment. Les chevaux galopaient dans la confusion. Leurs sabots battants échoaient fortement. Les roues du chariot tournaient à une vitesse incroyable. Un énorme accident remplissait l'air. Du côté opposé du chariot, Daisy s'était protégée tandis qu'Alyssa ressentait une douleur aiguë dans sa tête. Elle ne pouvait pas croire qu'un seul choc violent les rendût si étourdis. Après tout, quand elle vivait dans l'enfer, elle avait monté sur des bêtes géantes sans le moindre problème. Comment a-t-elle pu devenir si faible? Mais la question la plus importante était-il volé? Elle doutait que quelqu'un serait assez audacieux pour attaquer ouvertement une voiture portant la bannière de la famille Lan. Daisy a demandé à Alyssa de rester à l'intérieur pendant qu'elle sortait pour enquêter. Notre protagoniste a paniqué et supplié Daisy de ne pas sortir. La servante ouvrit la porte du chariot juste une fissure. Avant qu'elle ne puisse sortir, quelque chose l'a frappée. Oh non! Alyssa a attrapé Daisy dans ses bras, appelant désespérément à la réveiller. La fille a réalisé qu'elle respirait encore, mais qu'elle avait perdu connaissance. Mon Dieu! Une flèche de poison avait frappé la servante. Elle a reconnu l'odeur de cannelle et de cyprès. C'était un poison très spécifique. Alyssa ne pouvait pas croire qu'une telle chose était possible. Elle se souvint du nom de cette toxine. Soudain, la porte du chariot s'ouvrit et un homme blond les trouva à l'intérieur. Un jeune homme entra dans le chariot en s'excusant pour l'intrusion. Alyssa continua à tenir Daisy dans ses bras sans dire un mot. Le jeune homme prit doucement la fille inconsciente dans ses propres bras, et expliqua. C'est donc eux qui ont tiré sur Daisy. Riker Tessan a demandé à Alyssa Lan de sortir de la voiture. Ou elle préférait qu'il l'appelle par son nom de code Sirius. Il avait des cheveux comme de l'or fondu, une peau blanche comme la neige, des yeux clairs et brillants. Les gens disaient souvent qu'il n'avait pas hérité des traits de la famille impériale. Au lieu de cela, il prétendait que Riker Tessan possédait une apparence sinistre. Le grand-duc jugeait qu'en se basant sur l'apparence d'Alyssa, il était difficile d'imaginer quel était le genre de femme audacieuse qui enverrait une lettre aussi étrange. Il avait entendu que Lady Lorraine de Housegrid souffrait d'une maladie cardiaque. Notre protagoniste lui sourit doucement. Apparemment, compte tenu de sa constitution fragile, il y avait de fortes chances qu'elle ne survivrait pas au long et épuisant voyage à Tessin. Riker a étendu sa main pour l'aider à sortir du chariot. Cependant, à sa surprise, elle a refusé et s'est retirée du chariot seule, disant que le lieu de réunion mentionné dans la lettre n'était pas là. Elle a dit qu'ils n'avaient qu'à marcher un peu plus loin pour atteindre leur destination finale. Il avait entendu dire qu'elle était timide et soumise, mais cette jeune fille ne correspondait en rien à cette description. Se tournant pour partir, le grand-duc demanda s'il y avait une chance qu'il puisse refuser son offre. Cependant, il était curieux de savoir pourquoi il avait été invité là-bas en premier lieu. Alyssa a simplement répondu qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait confirmer. La légende raconte que ces 7 pierres formaient une montre solaire. La jeune fille semblait un peu déçue et a admis qu'elle s'attendait à cette réponse. Puis Riker est passé devant elle. Il s'est lentement retourné et a demandé si elle ne venait pas avec lui. Le grand-duc a trouvé le comportement de la jeune fille extrêmement étrange. En fin de compte, le sourire d'Alyssa n'a rien révélé. Riker a marché entre les pierres en pensant que même s'il y avait un piège, échapper serait facile pour lui. Se tenant dehors, Alyssa a remarqué qu'apparemment il était vraiment un humain.
Il ne comprenait pas pourquoi elle avait dit cela. La fille lui a demandé s'il n'était pas inquiet que les feuilles tournaient autour de lui. Waouh, et l'atmosphère tendue. Ce qui s'est passé ensuite? Alyssa a expliqué que s'il n'avait pas pu entrer dans les ruines, cela aurait signifié qu'il n'était pas vraiment humain. Riker a demandé s'il y avait eu une raison réelle pour qu'il s'inquiète. Apparemment, Alyssa avait cru aux rumeurs affirmant qu'il était un démon. La jeune fille a dit au grand-duc qu'il était un homme très courageux. Et si ces ruines possédaient une sorte de pouvoir mystérieux? Après tout, Alyssa savait que l'enfer était réel. Alors pourquoi une montre solaire ne pouvait-elle pas distinguer les humains des autres types d'êtres? Et qu'est-ce que cela révélait à son sujet? Elle lui a dit qu'elle était très gentille et qu'elle lui a remercié pour sa patience. Alyssa s'est rapprochée du grand-duc et a déclaré que sa curiosité avait finalement été satisfaite. Waouh, regardez à quel point ils se tenaient ensemble. Alors notre protagoniste a réalisé à quel point elle s'était rapprochée. Beaucoup trop près. Trop près pour le confort. Notant la distance entre eux, Alyssa s'est rapidement retirée et a décidé qu'il était enfin sûr de se présenter correctement. Elle s'est présentée comme Alyssa Lan, la personne responsable de l'envoi de la lettre au grand-duc. Alyssa a révélé qu'elle était la fille de... Avant que la fille ne puisse finir de parler, Riker a interrompu, disant qu'il savait déjà qui elle était. Elle était la fille du marquis Lan. La fille a répondu que s'il connaissait déjà son identité, alors tout. Elle s'est agenouillée sur le sol et lui a adressé son nom et son titre royal, ce qui a complètement surpris le grand-duc. Alyssa a étendu sa main vers lui et a demandé à Riker Tessan de l'épouser, et un silence gênant est tombé entre eux. Le grand-duc était absolument convaincu qu'Alyssa était complètement folle. Alyssa a continué à insister pour que le grand-duc de Tessan l'accepte comme sa femme. Cependant, il semblait complètement dégoûté par la proposition. Elle a essayé d'expliquer qu'elle comprenait à quel point tout semblait soudain, mais elle lui a assuré qu'il n'y avait absolument aucun inconvénient. Elle croyait vraiment qu'il était venu tout ce chemin juste pour écouter de telles bêtises. Il a commencé à s'éloigner d'Alyssa, disant que toute la conversation était totalement ridicule. La jeune fille se lève, expliquant qu'il n'avait toujours pas entendu le reste de sa proposition. Riker répond simplement qu'il n'était pas intéressé. Elle court après lui, essayant de le persuader en lui demandant s'il n'était pas curieux de savoir comment elle avait appris le secret de l'Empire. Alyssa est devenue de plus en plus anxieuse parce que les choses n'étaient pas censées se passer comme ça. Il était censé être curieux. Pendant ce temps, Riker disait mentalement à notre protagoniste tous les noms sous le soleil. Son corps semblait être pris par des vibrations sinistres. Apparemment un cycle vicieux qui n'avait jamais vraiment pris fin, et des voix agonisantes commencèrent à consommer son corps. Riker a commencé à hurler dans l'agonie, se demandant s'il avait erré trop loin de Tessan. Il devait revenir immédiatement. Le grand-duc s'est appuyé contre un arbre, et Alyssa, inquiète pour lui, s'est approchée avec prudence pour voir ce qui se passait. Elle lui demanda s'il allait bien, mais l'homme ne semblait pas l'entendre. Alyssa tendit sa main, essayant de le soutenir. Les voix avaient complètement pris la tête du grand-duc. En agissant par instinct pur, il a repoussé Alyssa, la faisant tomber à terre. Riker respirait lourdement, submergé par la terreur qui consumait son corps. Soudain, son expression est devenue beaucoup plus déterminée. Notre fille n'était pas sur le point de la laisser partir. De nulle part, quelque chose semblait surprendre le grand-duc complètement hors de vue. Alyssa le saisit par la main. La fille le supplia de le laisser l'aider à retourner à sa voiture. Ce seul geste a laissé l'homme muet, et alors Riker Tessan a réalisé quelque chose de complètement inattendu. Les voix avaient disparu. Maintenant tout ce qui restait était le bruit du vent. Il s'est demandé si c'était arrivé à cause de cette fille étrange. Pendant ce temps, Alyssa ne pouvait que se demander s'il était en colère parce qu'elle avait pris sa main sans autorisation. Elle a commencé à retirer lentement ses doigts. À sa surprise, il a repris sa main. Alyssa ne s'attendait pas à cela du tout. Riker a attiré la fille plus près et lui a ordonné de ne pas le laisser partir. Notre protagoniste était complètement confus maintenant. La jeune fille essayait toujours de comprendre tout ce qui s'était passé, puis elle leur demandait s'ils voulaient vraiment continuer la conversation en se tenant la main. Le grand-duc a demandé avec anxiété ce qu'Alyssa voulait de lui. Elle était absolument ravie. Elle pourrait enfin obtenir ce qu'elle voulait. Elle a insisté pour qu'il se marie, et s'il était d'accord, elle ferait 4 prophéties sur son avenir.
Alyssa lui répondit joyeusement qu'il était venu la rencontrer parce que tout ce qui était écrit dans la lettre était vrai. L'homme resta silencieux parce qu'il se rendait compte qu'elle avait raison. Arrivé directement au point, Ricker demande à Alyssa de qui elle veut qu'il se débarrasse. Elle lui donne un nom, Gregory Baker. Ricker pense pendant quelques instants avant de répondre que la rupture des liens avec la famille Baker serait une perte considérable. Mais elle semblait savoir exactement à qui elle demandait cette faveur, étant donné qu'elle connaissait les rumeurs. D'autre part, il pensait qu'il devrait peut-être être intéressé à accepter cet accord. Alyssa était très heureuse d'apprendre qu'il était d'accord avec ses terres. C'est un soulagement. Cependant, il n'avait pas l'intention de se marier immédiatement. L'homme a suggéré qu'il s'engage d'abord, car il n'y avait aucune raison de se précipiter. Ricker lui a également dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il veillerait à ce qu'elle reçoive une allocation généreuse comme sa future grand-duchesse. Qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir de plus? Alyssa a répondu qu'elle lui faisait confiance pour gérer tous les arrangements et préparatifs, et qu'il devait savoir une chose à l'avance. Notre protagoniste a déclaré qu'elle était heureuse qu'ils aient atteint un accord aussi réussi. Puis elle lui a demandé s'il pouvait enfin lâcher sa main. Apparemment, il avait complètement oublié ce petit détail et avait écrasé sa petite main tout le temps. Le grand-duc a hésité pendant quelques instants. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas attendre leurs futurs efforts ensemble. Ricker a répondu qu'il ressentait la même chose. Loin dans un royaume lointain, les journaux battaient dans l'air. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Un jeune journaliste a crié les derniers titres. Tout le monde parlait des dernières nouvelles. Le grand-duc s'était fiancé à une jeune femme d'une famille noble du Nord, mais personne ne semblait savoir qui elle était. Certains ont même affirmé qu'il était complètement tombé amoureux d'elle, a perdu la raison et toutes sortes d'autres rumeurs. En cadeau de fiançailles, il lui avait même donné le château Louderne, conçu par l'architecte Brennan Léo. Ce jour-là, quelqu'un s'entraînait intensément. Alyssa était trempée de sueur, pensant que tout l'entraînement du monde ne suffirait jamais à la rendre forte sans Manastor. Juste derrière elle, quelqu'un courut. Harry, son frère aîné, tenait un journal. Alyssa Lan avait été nommée la grande duchesse de l'Empire. L'illustration ne montrait que Ricker Tessan par derrière. Alyssa demanda à quelqu'un si les rumeurs avaient déjà atteint le nord. Elle a pris le journal de la main de Harry, impressionnée que le grand-duc avait tenu sa parole. Ce qui l'a vraiment choqué, cependant, c'est que la nouvelle ne concernait que lui, même si elle était le personnage principal. Son frère lui a demandé ce qu'elle avait fait si loin du monastère, puisqu'elle lui avait menti en disant qu'elle allait y prier. Elle a admis à Harry qu'elle avait menti parce qu'elle savait qu'elle était en confinement et qu'il ne lui aurait jamais permis de partir. En regardant le journal à nouveau, Alyssa a essayé de changer de sujet en disant qu'une nouvelle mine avait été découverte lors d'une expédition et que des investisseurs étaient désormais recherchés. Harry a rapidement arraché le journal de la main de sa sœur. Le jeune homme inquiet lui a dit d'arrêter de lire les nouvelles. Alyssa a répondu qu'il avait apporté le journal spécifiquement pour elle de lire, n'est-ce pas? Harry a demandé ce qui était arrivé à sa douce. L'un des majordomes est arrivé avec un cheval blanc, annonçant que le cheval de Lady Alyssa était prêt. Les frères et sœurs sont restés silencieux pendant quelques instants. La fille était ravie que cela n'ait pas pris longtemps, mais Harry a révélé qu'Alyssa n'avait jamais monté sur un cheval dans toute sa vie. Elle courut joyeusement vers le beau animal. Avec l'agilité d'un acrobate, Alyssa sauta sur le cheval. Le pauvre cheval semblait également complètement confus. Avec un grand sourire, elle avoua à Harry qu'elle avait appris à monter. Cependant, elle ne dit pas à son frère où elle avait appris ses compétences. Harry se retira alors qu'il regardait sa sœur galoper. Soudain, le cheval s'est arrêté. Alyssa a regardé de côté parce que quelque chose lui avait attiré l'attention. Elle a dit à son frère que apparemment quelqu'un le cherchait. L'homme a dit que Harry devait retourner à la maison principale immédiatement. Le jeune noble confus a demandé ce qui s'était passé. Il a regardé maladroitement de côté, incertain de la façon de gérer la situation. Le majordome a chuchoté qu'il ne pouvait pas discuter là-bas et a insisté pour que Harry l'accompagne de retour à la maison. Alyssa a souri et a salué son frère. Harry s'est précipité, laissant la jeune femme seule. Alyssa semblait plutôt heureuse malgré l'interruption inattendue. Elle a exhorté le cheval à continuer à galoper. La fille a pris une profonde respiration, puis a respiré lentement. C'est notre fille. Wow! Le cheval a fait un saut gracieux. Elle se rappelait à quel point elle avait été reconnaissante envers les servantes qui avaient soigné sa cheville cassée. Son corps semblait encore se souvenir de nombreux mouvements. Elle a fait un bond énorme et s'est emparée d'une branche très haute. Notre protagoniste semblait très satisfaite de son atterrissage. Waouh!
Alyssa était vraiment incroyablement habile. Cependant, au moment où elle est montée sur la branche suivante, elle a commencé à se fissurer. Oh non! Notre protagoniste a réussi à sauter loin, mais heureusement elle s'est retrouvée sur la. Elle s'est malheureusement rappelé ce qu'elle avait le plus manqué. Alyssa est tombée à terre avec un choc fort. Elle a manqué terriblement ses manasters. Allongée au milieu des feuilles tombées, elle a réfléchi à la façon dont ce genre d'entraînement n'était qu'un peu utile. Alyssa a regardé de près pour voir qui c'était. Rickert Tessan a demandé à la fille si tout le monde dans sa famille était aussi étrange qu'elle. Elle avait l'air complètement surprise de revoir le grand-duc. La fille lui a demandé ce qu'il faisait là-bas. Rickert lui a tendu la main pour l'aider et lui a expliqué qu'il était venu pour une réunion d'affaires. Cependant, quelque chose d'inhabituel à propos de l'homme a attiré l'attention d'Alyssa. Leurs doigts se sont légèrement brossés l'un contre l'autre. Comme c'est mignon. Alyssa a remarqué quelque chose qui allait la changer. Rickert a impatiemment demandé pourquoi Alyssa était toujours là. Sans prendre sa main, notre protagoniste s'est rapidement levé, s'est éloigné de lui, et a simplement répondu qu'elle venait de faire de l'exercice. Il a commenté que ce style inhabituel d'entraînement pourrait être très utile pour la cavalerie de Tessa. À ce moment-là, Alyssa a demandé s'il pouvait s'il vous plaît changer de sujet. Rickert a demandé s'il pouvait au moins enlever les feuilles de ses cheveux. Mais la fille a simplement fait un pas en arrière, évitant son contact autant que possible. Alyssa a commencé à se déplacer de manière plutôt chaotique, laissant l'homme. Le grand-duc remarqua qu'Alyssa regardait attentivement son poignet et lui demandait ce qu'elle regardait. Elle se tenait sur ses orteils pour mieux voir, et il lui demandait ce qu'elle faisait. Soudain, il a perdu son pied et il est parti. Alyssa est tombée directement dans les bras de Rickert. Notre protagoniste a pensé qu'elle devait se tromper, mais maintenant qu'elle tenait ses mains, elle était sûre. Rickert lui a demandé de lâcher sa main. Il voulait s'éloigner d'elle, mais s'il la poussait de côté, elle serait sûrement blessée. Alyssa a mentionné ses liens de menottes. À la surprise du grand-duc, la fille a demandé si elle pouvait les avoir. Notre protagoniste était sûr qu'ils étaient faits de monastère. Rickert la regarda sans dire un mot. L'homme a répondu que malheureusement, il ne pouvait pas lui donner ses liens de menottes. Ces bijoux étaient un héritage familial qui avait été transmis à travers les générations des grands-ducs de Tessan. Alyssa a demandé si c'était vraiment vrai, alors que la petite voix dans sa tête lui a dit de les voler quand il ne regardait pas. Quel petit trou. Alors Rickert a demandé à la jeune femme de se débarrasser de lui déjà. Alyssa s'est excusée, et il a brossé la poussière de son manteau avec quelques pas. Alyssa était absolument ravie d'entendre cela. Il a expliqué qu'il ne pouvait rien promettre, mais qu'il ferait de son mieux. La fille était déjà heureuse de savoir que des modèles similaires pourraient exister. Notre protagoniste a insisté pour l'accompagner pendant sa promenade, maintenant beaucoup plus heureux après avoir appris qu'il y avait apparemment des monastères à Tessin. Puis la fille a offert de rembourser le cadeau avec une prophétie sur l'avenir. Rickert a été complètement surpris quand elle a révélé qu'il n'y aurait pas de neige cet hiver. Alyssa a poursuivi sa prophétie, déclarant qu'il allait faire face à une tempête de neige inattendue pendant. Si une tempête de neige frappait à la fin du mois de mars, beaucoup de gens dans les villages souffriraient, et ils devaient se préparer à cela. Le grand-duc la regarda avec une expression sérieuse. La confiance de la jeune fille rendait sa prophétie tout à fait crédible. L'homme la remercia pour le cadeau inhabituel et admettait que grâce à son avertissement, il pourrait être en mesure de réduire les dommages que subiraient les habitants de Tessin. Alyssa répondit qu'elle était heureuse de l'aider. Pendant ce temps, tous les serviteurs du palais regardaient silencieusement leur arrivée. Daisy accueillit le coup. Roderick remit à Rickert une petite boîte ornée. Qu'est-ce qui pouvait être à l'intérieur de cette boîte? Espérons que ce ne soit pas une autre de ses horloges. Le grand-duc s'approcha d'Alyssa et lui dit qu'il avait quelque chose à lui dire. Un des majordomes. Le grand-duc a informé le majordome que Lord Félix Lannes l'attendait dans la salle d'entrée de la maison principale. Alyssa a demandé s'il avait l'intention de révéler qu'il était venu spécifiquement pour la voir. Avec un regard percutant, il ordonna à tous les serviteurs de les laisser seuls. Tout le monde obéit immédiatement. La vérité était que peut-être personne n'aurait osé le défier. Parmi les serviteurs, Daisy entendit son nom. Alyssa chuchota à la servante, lui demandant de renvoyer son cheval aux étages. Elle baissa la tête. Daisy était vraiment très gentille. Puis Rickert a demandé si Alyssa avait fini, puis notre fille s'est retournée si vite qu'elle avait peut-être oublié que le grand-duc se tenait juste derrière elle. Il ouvrit la boîte et dit qu'il était heureux de lui offrir enfin ce cadeau. À l'intérieur de la boîte, quelque chose brillait doucement. Il a expliqué que le rubis appartenait autrefois à une marquise importante de Tessan et qu'il était depuis longtemps inséparable du comté d'Everland.
Le grand-duc sourit pour la première fois et lui demanda si cela exigeait vraiment autant de détermination. Il a remarqué qu'elle avait un côté inattendu adorable, bien qu'il ait gardé cette pensée pour lui-même. Puis il lui a demandé combien elle savait sur la famille impériale actuelle. Alyssa a trouvé étrange qu'il l'atteste de cette façon et a répondu que le défunt empereur avait 5 princes, dont l'un était Riker Tessan qui avait été nommé grand-duc, ainsi que l'un des enfants impériaux, le deuxième plus âgé, Luc Tessan, était mort dans un accident 7 ans plus tôt. Ceux qui étaient restés étaient le 3e prince, Lennox le 4e prince, Stephen, et enfin, Riker Tessan le 5e prince. Riker lui a dit qu'il organiserait un tuteur pour qu'elle apprenne tout le reste. Maintenant, en ce qui concerne ses exercices particuliers pendant qu'elle se tenait sur une selle de cheval, il a pensé qu'il serait préférable qu'elle les garde cachés. Quelque temps plus tard, Riker a dit au revoir à Alyssa. Elle lui a dit qu'elle lui donnerait la couleur de sa robe pour qu'elle corresponde à leur tenue. Soudain, il s'est incliné et s'est approché de la fille. D'accord, je suis vraiment curieux. Regardant préoccupé, Alyssa a demandé s'il était sûr de ce qu'il disait. Riker a admis qu'il était sûr parce qu'il l'avait vu de ses propres yeux. Le cheval blanc a pavé le sol avec l'un de ses sabots. Le grand-duc a dit qu'il espérait que l'information serait utile pour elle. Alyssa l'a regardé partir sous le soleil couchant. Alors qu'elle se tournait pour partir, Alyssa pensait à la surprise qu'elle avait eue de sa visite. Au moment où elle se retourna, tous les serviteurs se précipitèrent vers elle. Tout le monde voulait savoir ce que le grand-duc lui avait chuchoté. Quelle bande de rumeurs. Alors qu'une des servantes demandait si elle était bien, une autre réclamait à plusieurs reprises de savoir ce que le noble avait chuchoté. Notre protagoniste s'est complètement énervé par la curiosité de tout le monde. N'avait-il rien de mieux à faire? Comment ose-t-il s'immiscer dans quelque chose qui ne la concernait qu'elle? Alyssa. Elle a demandé si elle devait préparer du thé pour Alyssa maintenant que sa formation était terminée. Alyssa a expliqué à la servante qu'elle avait beaucoup de choses à faire, et pour cela elle avait besoin de l'aide de Daisy. Puis notre protagoniste a ordonné à la fille de tout préparer pour leur départ immédiat. Ils allaient à Everland, le souvenir du grand-duc penchant près d'elle est revenu comme un rêve agréable. Riker avait tranquillement avoué à la jeune fille que son père, Marquis Lan, ne serait pas en mesure de retourner au manoir pendant un certain temps. La vérité était que le père d'Alyssa était tombé hors de la faveur de l'empereur après s'être opposé au décret impérial qui annulait le mariage de sa fille unique à Gregory Baquet. Riker a également confié que s'il y avait quelque chose que Alyssa avait l'intention de faire, c'était l'occasion idéale. Avec un sourire lumineux, elle a déclaré que son premier choix était de sortir de là. Des chaînes massives descendaient rapidement. Quelqu'un a crié pour que les portes s'ouvrent pour une élégante voiture qui approchait du château. Quelqu'un s'est précipité par l'escalier. Il demande à sa mère si elle sait quoi que ce soit de ce qui se passe. La dame avait l'air plutôt confuse. Elle a répondu qu'elle n'avait rien été informée. Elle a expliqué que son mari avait généralement informé tout le monde à l'avance chaque fois qu'il revenait parce qu'il refusait d'arriver à moins que tout le monde ne soit prêt à le saluer. Harry s'est soudain rappelé un petit détail. Où était Alyssa après tout? Tout à coup, les portes de la salle d'entrée ont été ouvertes et les serviteurs se sont rangés pour accueillir Marquis Lan, mais ils n'étaient pas intéressés. Il ne cessait de crier qu'un seul nom. Alyssa, l'homme furieux, appelait à plusieurs reprises sa fille, exigeant qu'elle se montre immédiatement. Il criait aux serviteurs, exigeant de savoir où elle était et pourquoi elle n'était pas venue dans le hall d'entrée. Le marquis serrait ses dents, comment ose-t-elle ne pas apparaître pour saluer son propre père? Les serviteurs semblaient complètement perplexes. Avant que l'un des serviteurs ne puisse l'aider, l'homme cruel a repoussé le jeune serviteur. Quel bruit! Il a saisi la poignée de la porte de la chambre de sa fille, puis il a lancé la porte largement ouverte en criant pour elle. Cependant, la chambre d'Alyssa était sombre et complètement silencieuse. Il n'y avait pas un seul signe de la fille. Le marquis regarda son fils aîné avec une totale incrédulité. La fille unique et une famille pleine de gens avaient tout simplement disparu, et il s'attendait à ce qu'il croie que personne ne savait où elle était. Soudain, au milieu de la foule, quelqu'un annonça qu'Alyssa était allée à Everland. Le marquis a exigé de savoir qui avait dit cela. Quelqu'un portant une robe jaune a avancé dans la foule.
C'est sa femme qui a révélé l'endroit supposé d'Alyssa. Lady Lane a répondu avec un sourire que sa fille était allée à Everland. Quelque temps plus tard, dans une pièce privée, le marquis a demandé à sa femme ce qui s'était réellement passé. Le marquis s'écria « Qu'est-ce que cette bêtise ?» Il dit rudement à sa femme qu'elle aurait dû empêcher Alyssa de s'enfuir. Elle explique qu'elle n'aurait jamais pu arrêter Alyssa parce qu'elle ne pouvait guère voir sa fille, puisqu'elles étaient toutes les deux enfermées sous les ordres du marquis. La femme lui répondit simplement qu'elle lui disait la vérité et qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Le marquis resta silencieux pendant un certain temps. Quelque temps auparavant, Daisy était arrivée avec une lettre. C'était la toute première fois qu'Alyssa avait appelé sa mère et demandé une grande faveur. Elle avait besoin de s'échapper du manoir et elle avait besoin de sa mère pour lui acheter du temps. Revenant au présent, Lady Lane a dit qu'elle était fatiguée et voulait que son mari mette fin à la conversation. Elle lui a dit que leurs enfants n'étaient pas des outils. Le marquis répondit « C'est assez » et déclara qu'il la laisserait seule. Il déclara fermement que tant qu'elle porterait le nom d'une maison noble, c'était son devoir en tant qu'épouse de servir les intérêts de la famille. Quant à Alyssa, il enverrait des gens pour la ramener d'Everland. Lady Lane écouta son mari clouer la porte derrière lui. Elle sortait un soupir de soulagement et espérait avoir acheté assez de temps à Alyssa. Si elle avait déjà atteint sa destination, loin, quelque part ailleurs, deux majordomes saisissaient les poignées ornées des grandes portes d'un autre palais. Ils ont ouvert les portes lourdes à l'unisson parfait, une file d'esclaves avec leur maîtresse ont accueilli Lady Alyssa. Waouh, notre protagoniste avait l'air absolument belle dans cette robe rose et blanche. Elle semblait étonnée par une réception si chaleureuse. La maîtresse s'est présentée comme Violette et a déclaré qu'elle servirait de tutrice personnelle d'Alyssa et de l'étiquette impériale et de sa nouvelle. Pétunia a expliqué que le grand-duc leur avait personnellement informé de l'importance de l'arrivée de Lady Alyssa. Elle explique qu'à partir de ce moment, Annie sera responsable de répondre à tous les besoins de Lady Alyssa. La jeune servante lui demande poliment de la suivre pour qu'elle puisse la montrer dans sa chambre. Les deux jeunes femmes échangent des sourires chaleureux, mais Daisy reste silencieux. Qu'est-ce qui peut l'inquiéter? Annie a expliqué joyeusement que tout le monde attendait avec impatience l'arrivée de Lady Alyssa. Tout le monde avait fait de son mieux pour s'assurer que le palais se sentirait suffisamment à l'aise pour qu'elle se sente vraiment à la maison. La fille a ouvert la grande poignée de la porte. Finalement, elle a conduit Alyssa dans la pièce élégante, décorée d'un blanc délicat. Elle était très impressionnée, elle pensait que tout était parfait. Annie était ravie qu'elle aimait tout et elle lui a dit qu'elle la laisserait reposer. Alyssa était étonnée de tout cela parce que ce palais avait été le dernier chef-d'œuvre de l'architecte Brennan Liu. Il a vraiment vécu à la hauteur de sa réputation légendaire. Daisy a appelé sa maîtresse, lui disant qu'elle pensait qu'ils devaient aller à Everland, mais qu'au lieu de cela, ils étaient venus à la capitale impériale, une magnifique ville pleine d'impressionnants bâtiments, de gens élégamment habillés qui marchent dans les rues et d'une atmosphère dynamique. Alyssa a simplement répondu que la cérémonie aurait lieu très bientôt, alors comment pourrait-il voyager jusqu'à Everland et revenir à temps? La servante avait l'air complètement déconcertée par l'invitation. Allez, Daisy. Un petit magasinage n'a jamais blessé personne. Alyssa a répondu qu'il méritait un peu de plaisir puisqu'ils avaient fait tout le chemin de la capitale. Les deux sont arrivés dans une boutique élégante remplie de parfums raffinés et de parfums luxueux. Alyssa se souvint des rumeurs selon lesquelles les parfums de Karen étaient exceptionnellement extravagants, et même les parfums de Karen. Elle se souvenait que son passé n'aurait jamais imaginé être dans la capitale impériale, encore moins à l'intérieur d'une boutique de parfums aussi élégant. La jeune fille a demandé de goûter l'une des parfums, et une des assistantes a répondu qu'elle préparerait immédiatement un échantillon pour elle. Les assistantes ont habilement placé quelques gouttes sur une bande de papier parfumé. Alyssa a senti l'odeur du papier parfumé. Quelqu'un s'est approché, le son de leurs chaussures cliquant contre le sol en bois. La jeune fille a ouvert les yeux pour voir la femme aux cheveux rouges se présenter comme Karen, la propriétaire de la boutique de parfums. Elle était un prodige de l'Empire occidental. Alyssa savait qu'à l'avenir, Karen deviendrait incroyablement célèbre et que son entreprise prospérerait. Elle m'a expliqué que, puisqu'Alyssa avait été la première personne à goûter à ce parfum, elle était curieuse de savoir si la fille l'aimait.
Notre protagoniste savait que Karen créerait bientôt une célèbre collection de parfums qui captiverait tout l'Empire. À cause de cela, il serait sage pour Alyssa de la sécuriser en tant qu'alliée. Elle pensait que le parfum était délicat et merveilleux, la façon dont son intensité changeait selon le corps du porteur, rendait le parfum vraiment unique, comme s'il avait été soigneusement conçu spécifiquement pour chaque individu. Alyssa a dit qu'elle était très heureuse de se lier d'amitié avec quelqu'un de si talentueux. Karen a répondu que ce serait un véritable honneur pour elle. Notre protagoniste a déclaré qu'elle achèterait une bouteille entière de ce parfum. Karen a révélé qu'elle aimerait inviter son domaine bientôt pour essayer plus de parfums. Alyssa a dit qu'elle accepterait volontiers l'invitation. Le parfumeur a maudit Heidi a dit que ce serait un honneur de la recevoir. Notre protagoniste a marché dans les rues de la capitale impériale. Alyssa répondit qu'elle ne savait qu'une ou deux choses. La douceur du parfum resta gravée dans sa mémoire. Elle avait simplement mentionné des choses qui semblaient justes en fonction de la qualité du parfum qui lui avait été offert. Après tout, les gens de la capitale méprisaient quiconque semblait ignorant. Alyssa a demandé à Daisy si elle avait sonné convaincant. La servante a répondu qu'elle avait sonné comme quelqu'un qui avait étudié les parfums toute sa vie. Notre protagoniste a souri et a dit à la fille qu'ils avaient encore plusieurs endroits à visiter. Elle a choisi une belle robe jaune pour la cérémonie. En outre, Alyssa a choisi une jolie paire d'oreilles correspondant. Notre protagoniste a choisi. Elle a trouvé un magnifique ventilateur rose pour compléter son apparence. De plus en plus de petits cadeaux. Les courses étaient vraiment merveilleux. Daisy était déjà épuisée. Alyssa lui a demandé si elle était fatiguée, mais la servante a nié. Notre protagoniste lui a demandé de rester un peu plus longtemps. Quand ils sont arrivés dans une maison modeste, Alyssa a dit à Daisy que ce serait le dernier endroit qu'ils ont visité ce jour-là. À l'intérieur de la maison, un artisan lisait la semelle d'une chaussure en cuir. L'homme leur demandait s'il pouvait les aider à quelque chose. Alyssa répondit qu'elle était venue faire des broderies. Il appelle une jeune femme nommée Jordana et lui dit qu'un client est arrivé. Les deux ont attendu pendant que Jordana leur préparait du thé, en s'excusant pour le désordre dans son studio. Elle a expliqué que si elle avait su que les clients venaient ce jour-là, elle aurait certainement mieux nettoyé. Alyssa lui a assuré que ce n'était pas un problème et que la boutique de Jordana avait l'air adorable. Elle a servi le thé tout en remerciant Alyssa pour le compliment. La propriétaire du magasin s'est présentée comme Jordana Pearl, bien qu'il puisse l'appeler Jody. Elle s'est excusée une fois de plus, disant qu'elle ne connaissait peut-être pas toute l'étiquette impériale appropriée requise pour recevoir quelqu'un d'aussi important. Alyssa s'est présentée et a expliqué qu'elle avait entendu beaucoup de compliments sur le travail de broderie et de couture de Jordana, alors sûrement elle a accepté des commissions privées, n'est-ce pas? En rouillant légèrement, Jody a répondu qu'elle n'était pas sûre d'être assez bonne pour que les gens répandent des rumeurs à son sujet. Alyssa a demandé à Daisy de lui remettre les dessins. La couturière a demandé si elle devait suivre les dessins exactement comme ils étaient. Elle a examiné les draps jusqu'à ce qu'un dessin mystérieux ait attiré son attention. Alyssa a expliqué à la couturière que seuls les deux connaissaient le secret et qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour que personne ne découvre qu'elle était là. Alyssa a dit que Daisy était devenue très fatiguée, surtout sans comprendre ce qui se passait. Notre protagoniste a demandé si les artisans en bas faisaient aussi des chaussures pour femmes, parce qu'elle voulait récompenser Daisy pour avoir tant marché. Soudain, Jody s'est précipitée vers Alyssa, exigeant de savoir qui elle était vraiment. Notre protagoniste confiante a jeté son ventilateur en l'air, disant qu'elle était actuellement la personne la plus célèbre de la capitale. Mais avant Jody lui a demandé comment Alyssa pouvait être si forte. Jody a tenu sa main blessée en écoutant Alyssa expliquer que le clan était dirigé par 6 dirigeants, dont un grand maître. Mais la couturière se souvint qu'elle avait caché une lame dans un panier. Jody se souvenait de cet incident qui faisait les gros titres dans les journaux. Comment Alyssa pouvait-elle savoir que les familles qui avaient été attaquées étaient membres du conseil du Chronoclan? Quelqu'un courait désespérément dans une forêt. Jordana, encore une enfant, suppliait quelqu'un de la laisser partir. Ses parents avaient été laissés derrière. Oh non, qu'est-ce qui se passait? Jody a dû survivre. C'était la seule façon qu'elle puisse un jour faire quelque chose à ce sujet. La petite fille a regardé sa maison éclater en flammes. Soudain, l'incendie s'est propagé et a complètement englouti la propriété.
Quelle tragédie! Jody pleurait sans cesse, surtout parce qu'elle savait que le feu n'avait laissé aucun survivant. Cependant, le corps de la fille la plus jeune de la famille n'avait jamais été retrouvé. La couturière a demandé à la jeune fille de partir immédiatement. Puis elle a déclaré que le chronoclan n'existait plus. Alyssa a répondu fermement que ce ne serait vrai que si elle continuait à fuir. Ces mots ont étonné Jody. Comment Alyssa ose-t-elle dire quelque chose comme ça? Elle a ensuite révélé qui avait trahi le chronoclan. Alyssa a poussé la lame de côté avec son ventilateur et a répété qu'elle savait l'identité du vrai traître du clan. Elle a promis à Jordana qu'elle l'aiderait à se venger. La couturière lui a demandé pourquoi elle l'aiderait jamais. La jeune fille ouvrit son ventilateur et expliqua qu'elle espérait qu'elle et Jordana Pearl pourraient devenir amies. Alyssa croyait qu'une telle alliance serait bénéfique pour les deux. Jody a demandé si Alyssa disait vraiment la vérité. Alyssa a expliqué qu'elle devait découvrir la vérité par elle-même parce qu'après tout, Jody deviendrait le nouveau grand maître du clan. Jody a demandé si son cachette avait déjà été découvert. Alyssa s'est rendu compte qu'un certain temps s'était écoulé depuis son arrivée. Notre protagoniste a demandé que sa mission soit terminée au printemps, en supposant que Jody ait survécu jusqu'alors. Si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pourrait trouver Alyssa au château Luder. Et tout de suite, elle est partie. Bien que la couturière ait encore d'innombrables questions, oh non. Que ferait Jody maintenant? Au rez-de-chaussée, Daisy attendait patiemment sa maîtresse. Jordana se demandait ce qui venait de se passer. Quel genre de folie était-ce? Elle a demandé à Flora, l'une des jumelles, d'aller appeler leur oncle. Jody a dit aux enfants qu'ils allaient bientôt partir pour un autre voyage. Cependant, l'une d'elles, Amélie, avait l'air très triste. Jody a tristement admis qu'il devait déménager une fois de plus, mais elle a promis que ce serait la dernière fois. Amélie s'est énervée et a demandé si, cette fois, il n'aurait pas à partir sans dire au revoir à ses amis. La jeune blonde a promis qu'il ne le ferait pas. Une fois que tout était terminé, il n'aurait plus à bouger. Les artisans qui travaillaient en bas ont demandé si Jody avait finalement pris sa décision. C'était son oncle Brandon, le père des jumeaux, l'homme qui avait sauvé Jody du feu. Jody a admis qu'elle avait espéré qu'il deviendrait le nouveau grand maître du clan, mais il a simplement répondu qu'elle savait déjà ce qu'il allait faire. Jody lui a demandé s'il croyait vraiment qu'elle était capable de le faire. Son oncle a pris la main de sa nièce et lui a dit qu'elle était capable de tout. Quelle que soit sa décision, il voulait qu'elle se souvienne qu'il serait toujours à ses côtés. Ces paroles remplirent Giordano de bonheur. Elle devait agir rapidement parce qu'il y avait une mission très importante qui devait être terminée avant le printemps. De retour au château Ludran, Annie marcha calmement par le couloir. Une autre servante annonça l'arrivée de la fille aux cheveux roux. Annie s'est excusée pour l'interruption, mais a expliqué qu'elle avait besoin de l'attention d'Alyssa pour un instant seulement. Pétunia a dit que les cours de danse avaient déjà pris fin et qu'elle les laisserait seuls. Alyssa a invité Annie à se rapprocher. Annie a expliqué que l'invitation à la prochaine cérémonie au palais était arrivée. Cependant, étonnamment, une autre lettre était arrivée. L'empereur a demandé si elle avait lu la demande qu'il avait présentée. L'empereur a demandé si elle concernait les renforts le long de la frontière occidentale. L'homme aux cheveux blonds a répondu que c'était une requête assez courte. C'était le frère aîné de Ricaire, l'empereur actuel Léonard Tessan, qui lui a demandé s'il n'avait pas déjà assez de soldats. Le grand-duc a déclaré que l'empereur savait déjà à quel point les forces de Tessan étaient limitées. Léonard a répondu en disant que Tessan possédait déjà suffisamment de force et que l'envoi de soldats supplémentaires créerait des problèmes avec les autres maisons nobles. Le grand-duc lui a répondu qu'il avait reçu les rapports de Roderick. Léonard a déclaré que si Roderick l'avait rapporté, il y avait une très grande chance que ce soit vrai. L'empereur a hésité pendant quelques instants avant de parler.
Léonard a annoncé qu'il approuverait la demande de son frère. Le grand-duc le remercia solennellement. Il espérait certainement que Ricaire l'apprécierait. L'empereur a remarqué que Ricaire n'avait aucune idée de combien les autres maisons nobles se plaindraient à lui au cours des prochains jours à cause de cette décision, comme si les derniers jours n'avaient pas déjà été suffisamment épuisants alors que tout le monde se préparait. En raison de tout le chaos, il et l'impératrice Éléanore se sont terriblement disputés et dormaient dans des chambres séparées depuis des semaines. Ricaire a demandé si Sa Majesté était vraiment si bouleversée. Léonard a expliqué que les préparatifs avaient été épuisants pour Éléanore aussi bien parce que toute la capitale voulait savoir qui serait la future grand-duchesse de Tessan, et d'innombrables jeux. L'empereur a admis qu'il n'avait pas été facile d'essayer de calmer sa femme alors que les deux continuaient à dormir dans des chambres séparées. L'empereur fatigué répondit que ce n'était pas ce qu'il avait demandé. Léonard ordonna que le moment où Alissa avait 18 ans, il devait se marier immédiatement. Léonard a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention qu'elle se marie si tôt, mais considérant qu'elle avait déjà 17 ans, une fois qu'elle avait 19 ans, ce serait l'âge idéal pour se marier. Il croyait que 2 ans lui donneraient suffisamment de temps pour mûrir et permettrait également au marquis de se préparer à donner sa fille cadette au mariage. L'empereur demande sarcastiquement pourquoi le marquis avait l'air si sombre. Après tout, le marquis devait-il rejoindre la famille impériale? L'homme a répondu nerveusement qu'il était honoré par l'opportunité qui lui avait été accordée. Léonard Tessan a dit. Le frère aîné a tenté de se justifier en disant qu'il avait manipulé le marquis là. Ricaire a répondu que la question avait déjà été réglée et que la famille impériale devait tenir sa parole. Léonard s'est levé rapidement, frappa la main sur la table, accusant Ricaire de remettre Everland sur une plaque d'argent. Une fois qu'Alissa a reçu Everland comme cadeau, même l'empereur ne serait pas en mesure de le reprendre. Ricaire a dit qu'il savait déjà tout cela. Le grand-duc a répondu que c'était quelqu'un dont la valeur dépassait même la perte d'Everland. Léonard a admis nerveusement que c'était peut-être à cause de la terrible réputation de Ricaire, puisqu'il avait lui-même essayé de répandre des histoires romantiques. Ricaire resta silencieux pendant quelques instants, regardant son frère aîné. L'empereur semblait un peu inquiet. Finalement, le grand-duc décida qu'il était temps de partir. Mais avant de partir, Léonard avait quelque chose qu'il voulait lui dire. Il demanda à son frère de faire attention, car un autre rituel lunaire allait bientôt avoir lieu. Une fois l'hiver terminé et le nouvel an commençait. Ricaire est resté silencieux après avoir entendu les paroles de Léonard. Puis il est parti, laissant l'empereur seul à l'intérieur du grand bureau. Léonard a incliné la tête en arrière. En se tenant derrière l'un des piliers, Henrik a demandé si le grand-duc avait réussi à obtenir ce qu'il voulait. Ricaire a dit au butler que l'empereur avait accepté d'envoyer des soldats supplémentaires à Tessin. Henrik se sentait soulagé parce qu'il serait maintenant en mesure de protéger plus efficacement la future dame de la maison. Le grand-duc a souligné que la future dame de la maison n'était qu'une jeune fille de 17 ans. Envoyer une lettre directement et lui proposer de se marier n'était certainement pas une fille ordinaire. En outre, elle ferait 18 ans l'année suivante, juste après l'été. Henrik a demandé si l'empereur croyait également qu'il serait une bonne idée pour eux de se marier une fois qu'elle avait 18 ans. Ricaire a regardé le butler avec méfiance et a demandé s'il était également devenu l'un des espions de l'empereur. Le butler a expliqué que l'empereur Léonard avait voulu que son frère cadet se marie depuis très longtemps. Ricaire a répondu qu'il n'y avait que 2 ans entre Alissa et Joséphine. Le grand-duc lui a ordonné d'abandonner le sujet. Après tout, il n'avait pas l'intention de vraiment épouser Alissa. C'est choquant. Nous n'avons jamais vu cela arriver. Soudain, notre fille est apparue en criant au grand-duc. Les 2 hommes ont été stupéfaits par l'arrivée inattendue d'Alissa. Alissa a expliqué qu'elle avait remarqué la crête de Tesson sur le chariot et s'était demandé s'il était peut-être à proximité. Elle a dit qu'elle était heureuse de le revoir après si longtemps. Quel beau sourire elle a. Alissa est restée silencieuse alors qu'elle admirait le char élégant du grand-duc. Ricaire est devenu extrêmement nerveux. Il avait dit quelques instants plus tôt à Henrik qu'il n'avait pas l'intention de vraiment épouser Alissa. Elle lui a demandé si tout allait bien avec lui. Après tout, il était soudain devenu si calme. L'homme a soupiré un soupir de soulagement et a répondu que c'était rien. Ricaire a simplement expliqué qu'il ne s'attendait pas à la rencontrer là-bas.
Après tout, que faisait la jeune femme au palais impérial? Notre protagoniste a révélé qu'elle avait été convoquée par l'empereur lui-même. Il lui avait envoyé une lettre lui demandant une réunion avant la cérémonie. Le grand-duc se souvint que son frère, l'empereur, lui avait ordonné de faire signer le contrat de mariage d'Alyssa le plus tôt possible. Il a demandé si Alyssa se souvenait. L'homme a révélé qu'il avait découvert un autre bijou dans sa résidence dans la capitale. La fille était absolument ravie de l'invitation du grand-duc. En fin de compte, Alyssa récupérait une autre pierre et elle pouvait même visiter la maison de son futur mari. Quelque temps plus tard, ils sont arrivés à la résidence Tessan, un élégant manoir décoré de nuances de verre et de craie. Riquer a ouvert une boîte de bijoux délicats, expliquant que les artisans de la famille étaient ravis de recevoir enfin quelques nouvelles commissions. La vérité est que notre protagoniste ne s'attendait à rien de pareil puisqu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle trouverait des pierres à la surface. Ce joyau était la plus grande pierre à main qu'Alyssa ait jamais vue dans toute sa vie. Le grand-duc lui a demandé si Alyssa aimait le cadeau. La fille était encore trop étonnée pour répondre. Elle a dit que les rumeurs sur Tessan étaient apparemment vraies. Des diamants flottent dans les ruisseaux et des pierres précieuses sont apparues spontanément sur le sol. Alyssa lui a dit que le cadeau était magnifique. Ce qu'elle avait vraiment. La jeune fille a été surprise quand Riquer a révélé qu'il y avait vraiment de la poussière d'or dans une rivière à l'intérieur de la vallée de Marche, bien qu'elle ne soit pas aussi grande que les rumeurs le prétendent. Alyssa était étonnée que les rumeurs soient vraies, au moins dans une certaine mesure. Un endroit où l'or pouvait être trouvé dans les rivières et les mines de diamants scintillaient à travers les montagnes. Pour une terre connue sous le nom de terre de la mort, Tessan semblait plus comme un paradis. Riquer a expliqué qu'il retournerait à Tessan immédiatement après la cérémonie. Il y aurait un banquet juste après la cérémonie, les laissant sans occasion de parler. Oh, quel dommage! À cause de cela, Riquer voulait lui dire au revoir à l'avance. Alyssa semblait complètement confuse par cette déclaration. Elle savait que le grand-duc sortait rarement de son territoire, mais pourquoi devait-il revenir si vite, surtout quand sa fiancée était si proche? Elle demandait s'il retournerait à la capitale peu de temps après son retour à Tessan. Riquer expliqua qu'il reviendrait probablement à la fin du printemps suivant, et s'il devait communiquer, il pourrait échanger des lettres. Alyssa n'était pas du tout heureuse de cette situation. Oui, ce n'est pas juste. La fille lui a demandé si elle pouvait l'accompagner à Tessan. Le château Loudern était certainement charmant, mais elle aimerait vraiment voyager là-bas avec lui. Riquer a répondu qu'Alyssa s'adapterait très bien au château Loudern. Une fois complètement installée là-bas, elle pourrait visiter à la fois Everland et Tessan. Notre protagoniste est devenu de plus en plus irrité. Après tout, s'il ne voulait pas qu'elle vienne, il pouvait tout simplement le dire. Elle détestait quand il dansait autour du sujet. Elle lui a dit que s'il allait continuer à se comporter comme ça, elle, Alyssa, s'est arrêtée un moment, reconsidérant soigneusement ses mots. Il y aurait beaucoup d'occasions de visiter Tessan à l'avenir puisqu'il serait. Elle décida de la laisser partir cette fois-ci, se comportant comme une noble jeune dame. De retour dans son char en rentrant chez elle, Alyssa dit à sa fiancée qu'il ne se verrait probablement plus que le jour officiel de la cérémonie. Elle lui informa qu'elle porterait une robe rouge foncé profonde, avec ses cheveux qui coulent librement. Le grand-duc répondit qu'il garderait cela à l'esprit. Quelque temps plus tard, Henrik a demandé à Riquer ce qu'il avait l'intention de porter au banquet. Le majordome sourit et souligna que sa grâce ne pouvait pas porter son uniforme habituel. Cependant, l'homme insistait sur le fait qu'il pouvait porter l'uniforme formel spécial réservé à des occasions importantes. Henrik a suggéré que les couturiers impériaux seraient ravis de créer une nouvelle tenue spécifiquement pour la cérémonie, avec une touche de couleur. Le palais impérial était vraiment magnifique. Une élégante voiture après l'autre continuait d'arriver. À l'intérieur du palais, Riquer demanda à Alyssa si elle était nerveuse. Il lui a demandé si elle se souvenait de l'ordre de la cérémonie. Alyssa a expliqué qu'elle se souvenait de l'entrée mais qu'elle avait oublié tout après. Riquer Tessan, vêtue d'un magnifique uniforme militaire rouge, a expliqué que tout ce qu'elle avait à faire était de continuer à marcher jusqu'à ce qu'elle atteigne le centre de la grande salle. Le grand-duc a dit à son fiancé qu'elle était la vraie star de la cérémonie. Il lui a tenu la main doucement pour qu'ils puissent entrer ensemble. Les gens ont remarqué qu'elle avait le visage d'un ange innocent. D'autres admiraient les magnifiques rubis qui ornent ses bijoux.
Certains ont même affirmé que Riquer était tombé amoureux à première vue et a kidnappé la fille. Mais les voyant ensemble maintenant, il était évident qu'il était complètement amoureux d'elle. L'empereur Léonard Tessan a dit qu'il était un honneur de rencontrer Lady Alyssa Lan, qui était actuellement plus célèbre dans la capitale que lui, et l'a invité à se rapprocher. Alyssa a accepté l'honneur, il croyait que c'était vraiment un jour très spécial. L'empereur a déclaré que le royaume des Verlandes avait maintenant une nouvelle duchesse et que son frère cadet était enfin engagé. Bienvenue à l'Empire. La famille, Alyssa. Tout le monde applaudit alors que le noble félicitait son frère d'avoir trouvé une épouse aussi merveilleuse. Eh bien, espérons que Riquer ne renonce pas à sa promesse. Le voile impérial était utilisé uniquement lors des cérémonies les plus importantes et a été transmis de génération en génération. Apparemment, Léonard avait l'intention d'établir fermement la place d'Alyssa au sein de la famille impériale. J'attendais avec impatience le jour où Lady Alyssa rejoint officiellement la famille impériale, mais ses intentions étaient-elles vraiment sincères? L'impératrice a appelé son beau-frère et lui a révélé qu'elle savait qu'il avait l'intention de retourner à Tessan dès la fin de la cérémonie. Riquer a expliqué qu'il ne pouvait pas quitter la frontière sans protection pendant très longtemps, il devait donc revenir le plus rapidement possible. Alors, pourquoi ne pas emmener Alyssa directement à Tessan? Riquer demanda ce qu'elle voulait dire par cette suggestion. L'empereur pensait que l'idée de sa femme était splendide. Bien que ce serait un long voyage, si les deux voyageaient ensemble, ce ne serait pas seul. Les sujets rassemblés applaudirent l'idée brillante de leur majesté. Les dames de la cour considéraient comme une tragédie romantique que le couple soit séparé juste avant le mariage impérial. Notre protagoniste pensait que tout le monde faisait beaucoup trop de bruit. Les nobles rassemblés à l'intérieur de la salle d'or semblaient soutenir la proposition de l'empereur et de l'impératrice sans trop penser à ce que Riquer et Alyssa eux-mêmes voulaient réellement. Le jeune couple est resté silencieux tout en écoutant les applaudissements de personnes qui ne les connaissaient même pas. Il demande à Alyssa, sa fiancée bien-aimée, si elle voudrait l'accompagner dans son voyage de retour à Tessin. L'empereur et l'impératrice ont encore applaudi, et tous les sujets rassemblés ont célébré avec eux. Et c'est ainsi que le départ de Lady Alyssa Lan pour le royaume de Tessan a été officiellement décidé. Tout le monde a été ravi par l'événement. Quelque temps plus tard, le bruit des chevaux galopant résonnait fort, plusieurs gardes royaux couraient après Lady Alyssa, criant son nom. Oui, une fille, une vraie Amazonie. L'une des gardes a appelé Roderick un idiot parce qu'on leur avait ordonné de la traiter avec le plus grand soin, sachant qu'elle était la seule fille née à Oslan en 200 ans. Ils avaient imaginé Alyssa comme une jeune femme fragile qui n'avait jamais soulevé quoi que ce soit de plus lourd qu'une cuillère. Roderick lui demande comment il a pu deviner qu'elle serait si habile. Il est terrifié. Ils doivent la ramener immédiatement. Leurs chevaux impériaux galopent aussi vite qu'ils le peuvent, mais cela ne semble toujours pas assez rapide. Roderick ordonne à l'un des autres gardes d'appeler Riquer immédiatement. Roderick a averti l'un des gardes aux cheveux blancs qu'ils devaient faire tout leur possible pour la rattraper parce que la forêt sombre se trouvait au-delà des frontières de Tessin. Il a exhorté son cheval à courir encore plus vite. Roderick a finalement trouvé Lady Alyssa et son cheval blanc. Il s'est rapidement approché d'elle, lui demandant d'urgence de revenir car la forêt était extrêmement dangereuse. Roderick et l'autre gardien ont appelé la duchesse, mais elle est restée silencieuse. Il s'est approché de la fille qui se tenait gelée à côté de son cheval.
Qu'est-ce qui se passait? D'après l'expression dans les yeux du grand étalon blanc, il pouvait distinguer la silhouette d'un prédateur massif. Oh non! La bête a poussé sur une branche, l'écrasant avec une forte fissure. Ce son semblait étrangement familier. Le cheval était durement effrayé et élevé. Roderick tira courageusement son épée. C'est tout. Allez leur donner une leçon, les garçons. Le chevalier aux cheveux blancs a abaissé sa lance et a dit à Alyssa de rester loin du danger. Roderick avait l'air extrêmement tendu face à la bataille inattendue, et une perle de sueur se roulait sur son visage. Roderick a essayé de frapper les bêtes avec son épée. L'autre jeune chevalier a rejoint la bataille. Il a poussé sa lance dans l'un des lots. La lame a créé une fissure dans la pierre, et une douce lumière dorée a commencé à briller. Cependant, le chevalier a essayé de tirer là. Roderick s'aperçut que son compagnon était en grave danger et les bêtes de pierre commencèrent à entourer le chevalier aux cheveux blancs. Il a essayé de se défendre contre l'une des attaques du loup, mais avec un puissant coup de patte, la bête a renversé sa lance avant de pouvoir réagir. Elle a finalement atterri au pied d'Alyssa, loin de la bataille. Le jeune chevalier a crié à Lady Alyssa pour se protéger. Elle a remarqué que la lance était une arme bien fabriquée et de haute qualité. Alors que l'un des loups s'approchait de derrière elle, notre protagoniste a demandé poliment si elle pouvait emprunter la lance pour quelques secondes. La bête a ouvert ses masses mâchoires pour attaquer Alyssa. Le garde aux cheveux blancs a prévenu Alyssa de l'attaque imminente, mais avant que quoi que ce soit puisse arriver, elle était déjà partie. À l'étonnement de tout le monde, Alyssa a fait un saut acrobatique sur le loup de pierre. Puis elle a atterri directement sur son museau. C'est tout. Elle a expliqué aux hommes que les loups étaient faits de pierre, ce qui rend impossible de les couper directement. En sautant encore une fois, Alyssa a expliqué qu'il devait frapper d'autres parties de la créature à la place. La bête énorme ouvrit sa bouche, révélant ses terribles doigts tranchants. Alyssa utilisa la lance exactement comme elle l'avait expliqué. La bataille était terminée. Roderick a demandé, pour l'amour du ciel, de quoi elle parlait. Pendant ce temps, encore plus de créatures sont venues les attaquer. Alyssa a expliqué que les loups de pierre, tout comme de vrais loups, vivaient dans de grands groupes. Les deux gardiens de nuit se sont préparés à la contre-attaque. La fille leur a rappelé que des îles attendaient, donc ils devraient finir tout rapidement. Les bêtes ont attaqué directement les humains. Roderick attaqua une fois de plus une créature, cette fois beaucoup plus sage. Quand Alyssa a frappé un autre loup de pierre, elle s'est sentie soulagée par la rapidité avec laquelle les soldats avaient appris. Bien sûr, les hommes formés en tessins seraient naturellement très habiles. Un autre loup de pierre sauta vers elle. Oh non, pas de nouveau. Alyssa croyait qu'elle allait bientôt éliminer chacun d'eux, grâce aux nombreuses années qu'elle avait passées à s'entraîner dans le monde des enfers. À la différence des autres, cette bête a tiré directement sur sa lance, utilisant sa patte massive, elle a cassé l'arme en deux. Apparemment, les loups étaient capables d'apprendre aussi. Une moitié de la lance cassée a volé haut dans l'air, mais avant que tout espoir ne soit perdu, un nouveau guerrier s'est joint à la bataille. L'homme habile a lancé une hache à une vitesse incroyable. L'impact a frappé l'une des bêtes de pierre. Alyssa regarda dans le choc la créature se séparer en deux. La hache lourde atterrit juste à côté d'elle. Au milieu de la pluie de pierres tombant, Alyssa découvrit l'identité du guerrier. Rickert Tessin était venu la sauver, il respirait fort de l'effort, c'était exactement ce que nous attendions, il l'a immédiatement prise par les épaules. Le grand-duc lui demanda s'il allait bien, mais elle le regardait seulement, complètement hypnotisée. Avec un sourire, Alyssa dit qu'elle allait bien et demanda s'il y en avait d'autres. Puis elle montra la grande pile de pierres laissée par les loups. Rickert a dit qu'il était soulagé qu'elle n'ait pas été blessée et a promis qu'il lui raconterait plus tard la forêt. Il s'est tourné vers Roderick et Oliver, le jeune homme aux cheveux blancs. Les deux se sont immédiatement présentés, même s'ils étaient épuisés de la bataille. Le grand-duc a exigé de savoir comment ils avaient échoué à protéger une jeune fille sainte. Roderick était terrifié, mais Rickert a dit qu'il ne les blâmerait pas pour la grande duchesse qui courait dans la forêt. Il a également ordonné à tout le monde de garder absolument tout ce qu'ils avaient vu là-bas un secret complet. Rickert leur a demandé de nettoyer la région, de retourner au château, et de prendre chaque pierre avec eux. Il lui a demandé de rester dans un château plus petit et plus sûr situé dans son domaine. Daisy a expliqué que le château entier appartiendrait à Alyssa une fois mariée, alors elle devrait s'habituer à y vivre.
Elle se plaint que Daisy soit de son côté et qu'elle soit d'accord avec elle. La jeune fille souligne qu'il y a déjà un mois qu'ils sont arrivés à Tessin, mais qu'à partir de là, elle n'a pas vu Riker une seule fois. Un des majordomes annonça l'arrivée de Hauskr. Les hommes se levèrent rapidement pour se diriger vers une réunion. Le majordome les conduisit dans la salle de réception. Cependant, l'un des invités décida de s'échapper. L'espion se souvint qu'on lui avait dit que la jeune fille n'était rien de plus qu'une jeune femme naïve du royaume du Nord, et que la sécurité intérieure du palais était un désordre complet. Ce fut l'occasion parfaite de dépeindre le seigneur du château comme un hérétique. Soudain, il se rendit compte qu'il n'était plus seul. Une étrange présence remplit l'air. Il se retourna rapidement pour voir qui était arrivé. Avant de pouvoir réagir, il fut frappé. L'espion assassin s'est effondré sur le sol et n'était plus une menace. Alyssa a pris la petite arme qu'il avait emportée et a dit « La nuit est tombée sur Tessin, et le petit palais était paisible et silencieux. » Une figure mystérieuse s'est glissée dans l'une des chambres luxueuses. L'espion sinistre la regardait de près, confirmant qu'elle était vraiment sa cible. L'espion a été complètement choqué. La lance a été coupée de sa main. La dague a tourné sauvagement à travers la chambre à coucher. Notre protagoniste habile a pris l'arme sans effort et a demandé s'il savait combien de visiteurs nocturnes elle avait reçus jusqu'à présent. Elle s'est retournée alors qu'elle montait du lit, expliquant qu'elle ne se plaisait pas aux visiteurs. Alyssa a demandé si c'était vraiment nécessaire. L'espion avait l'air complètement confus, mais il a toujours réussi à tirer une autre lame qu'il avait cachée. Il a raccourci ses yeux et a demandé si Alyssa avait vraiment l'intention de rendre les choses difficiles. L'homme a admis qu'il se demandait pourquoi aucun de ses précédents espions n'était jamais revenu. Après tout, qui aurait deviné que la grande-duchesse était un monstre? À l'extérieur, quelqu'un est monté sur le balcon. Deux personnages mystérieux s'approchèrent tranquillement sans que l'homme masqué le remarque. L'assassin impitoyable a demandé à Alyssa si elle savait combien d'assassins d'élite il avait été contraint d'engager juste pour traiter avec elle. Il a déclaré qu'elle ne le ferait pas, mais avant qu'il puisse faire son mouvement, quelqu'un l'a attaqué. Une figure mystérieuse se tenait derrière lui. L'une d'entre elles a dit que, heureusement, ils étaient arrivés exactement au bon moment cette nuit-là. La jeune femme a enlevé son masque. C'était Jordana Pearl, la couturière déguisée, qui était devenue la grande maîtresse du clan Chroma. Elle a annoncé joyeusement qu'elle était venue livrer le broderie que Alyssa avait commandé il y a quelque temps. Alyssa a été ravie de revoir Jodie. Elle a couru ses doigts sur le tissu. Le broderie était incroyablement raffiné et élégant. Notre protagoniste a dit que le matériel était parfait. Il avait l'air exactement comme elle l'avait imaginé, et elle était heureuse d'avoir choisi Jodie pour la commission. Alyssa a loué le travail de son amie alors qu'elle le mettait sur la table. Jodie était ravie que Alyssa soit satisfaite du résultat. Le maître du clan a profité de l'occasion pour lui demander si Alyssa voulait qu'elle et ses hommes traitent avec cet espion sale. L'homme toujours à genoux sur le sol a demandé s'il croyait vraiment pouvoir se débarrasser de chacun d'eux. Alyssa a admis qu'elle n'avait aucune idée du nombre de membres de son clan. Jordana ordonna à l'un de ses hommes de le faire taire. Alyssa demanda alors qui l'avait engagé. L'espion se moqua et demanda si elle croyait honnêtement qu'il révélerait son client. Il ne divulguerait jamais d'informations sur ceux qui l'ont engagé. Sans perdre plus de temps, Jodie révéla que c'était Hauskr. Elle avait appris que le baron était déterminé à faire de sa fille Lady Grit la prochaine grande-duchesse. Jodie a soupiré et a dit qu'il ne réussirait jamais. Il ferait mieux d'abandonner la mission, car apparemment la famille Grit était totalement incompétente. Alyssa se sentait incroyablement fière de Jodie. Elle était vraiment devenue un grand maître du clan Chroma. L'espion a été horrifié d'entendre le nom du clan secret. Elle a déclaré que Jodie avait fait un excellent travail. Puis elle s'est levée pour transmettre un dernier message. Quant à son visiteur inattendu, notre protagoniste a dit que son employeur devrait traiter avec lui personnellement. Le grand-duc a dit que c'était une bonne nouvelle. Il assignerait une équipe pour se débarrasser des invités indésirables. De cette façon, aucune preuve des visiteurs inattendus ne restera. Riker a expliqué que, selon la gravité de la situation, Alyssa était libre d'agir comme elle le jugeait nécessaire. Cependant,
Il lui a demandé de ne pas enterrer personne dans le sol car cela pourrait créer encore plus de problèmes pour elle à l'avenir. L'homme a simplement répondu que les cadeaux qu'il lui avait donnés avaient attiré l'attention de beaucoup de gens. À cause de cela, il s'attendait malheureusement à ce que des incidents comme l'attaque de la nuit précédente se reproduisent. Le grand-duc lui a demandé si elle avait d'autres questions ou demandes. Alyssa a supposé qu'il avait passé toute sa vie entouré de dangers. La jeune fille a répondu que tout allait bien et qu'il pouvait continuer à faire les choses comme il le souhaitait. Cependant, elle avait une dernière chose à dire. Alyssa